Bonjour, nous allons continuer ici le cours sur le processus de conception architecturale, nous intéressons à un nouveau volet qui est celui du concept et de l'idéation. D'une manière générale, le projet au départ est composé d'un certain nombre de données fournies par le maître de l'ouvrage, qui se compose aussi bien par le programme avec ses éléments constituant les éléments quantitatifs tels que les surfaces, les éléments de grandeur, les volumes, la quantité de lumière, le son minimal exigé ou maximal exigé, etc. Et aussi donc un certain nombre d'éléments qualitatifs que nous pouvons identifier ici, par exemple dans le travail réalisé par Dorban Ahlam et Jelwa Slahdin Mourad pour leur projet de PFE dans la spécialité maths en 2016, où ils ont identifié donc les composants de leur ambiance liés à leur spécificité de leurs espaces, tels que par exemple l'identification des couleurs, des types de matériaux, du mobilier, des grandeurs, de la lumière nécessaire. Nous voyons aussi par exemple dans le travail de Slahdin tout le désir donc de se retrouver dans un espace qui est dédié au jeu, dans un univers type Star Wars, donc l'identification du type de lumière, la façon de la faire, la quantité, la couleur, etc. etc. D'autres types de données sont liées au contexte. Donc nous voyons par exemple le contexte physique, identifié ici par exemple par l'architecte Sir Norman Foster, un partenaire, pour le projet du carré d'art de Nîmes, où nous voyons ici donc, les différents croquis réalisés par l'architecte qui ont identifié les différents composants, à savoir déjà la grande échelle, l'identification des flux des personnes qui arrivaient à partir de la gare, qui vont visiter les arènes de Nîmes, qui vont visiter le temple de Diane, et un jardin spécifique, ainsi que la maison carrée, tout ça est donc un patrimoine romain classé à l'UNESCO. Nous voyons aussi qu'il commence à zoomer, commence à identifier donc les composants directs, la grande rue, qui aboutit avec la présence de voitures, de rapports visuels, etc. etc., etc. D'autres types de données aussi sont donc les données de type temporel, c'est-à-dire par exemple dans le cas du stade du nid d'oiseau commandé par les autorités chinoises pour les Jeux Olympiques de 2008, et donc ce fut le fruit d'un concours qui a été remporté par Herzog et Demeurant, où ces derniers donc ont essayé de répondre par un projet d'architecture qui répond aux aspirations du maître d'ouvrage. Aussi, donc, il y a un contexte culturel qui est donc lié à la question donc, de rendre compte de la culture d'un environnement bien spécifique, tel que ici, donc, dans le projet remporté par Renzo Piano pour la réalisation d'un centre culturel à Djibao, dans la Nouvelle-Calédonie, pour rendre compte de la culture du peuple kanak. Ces différents éléments sont après travaillés par l'architecte pour essayer donc de produire le projet architectural en usant aussi bien plutôt d'une volumétrie, donc de composition formelle, aussi bien donc une organisation spatiale, l'identification d'usage, de leur organisation, mais aussi donc l'identification de différents composants architectoniques, donc le dispositif constructif, aussi bien donc la construction que la structure. Mais un projet d'architecture ne se résume pas à ce petit nombre de gestes systématiques à réaliser. Il est bien plus que cela. Il s'appuie aussi et surtout sur un ensemble d'idées qui structurent l'ensemble de ce travail-là, que nous avons tendance à appeler le parti architectural. Le parti architectural consiste donc en une logique qui permet donc de structurer et de démontrer donc le travail architectural. Cette phrase-là de Lewis Kahn nous résume d'ailleurs assez bien, qui dit que l'architecture consiste en la construction raisonnée de l'espace. Nous en comprenons que finalement, donc, le travail de l'architecte, comme je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo sur la conception, ne se limite pas seulement à composer, comme on vient de le voir, des formes, en organisant des espaces et en choisissant des matériaux et une structure. Mais plutôt, c'est donc la construction raisonnée dans une réflexion intellectuelle de l'espace architectural. Ainsi, il faut prendre conscience que le travail de l'architecte est un travail intellectuel et non pas un travail de systématisme. Ainsi, le parti architectural, c'est une forme d'idéation qui consiste donc en un enchaînement d'idées structurées et ordonnées, et dans le cadre d'un processus itératif. Itératif veut dire que ce n'est pas un processus linéaire, mais dans lequel plutôt un processus dans lequel à chaque fois on peut revenir en arrière, remodeler, recomposer et réavancer l'avant. Et donc cette idéation, donc cet enchaînement d'idées, est identifié et obtenu, et donc la source qui permet donc d'identifier l'ensemble des idées auxquelles doit répondre le projet architectural, sont, comme nous venons de le voir, on peut s'inspirer à partir du programme, à partir du contexte,
ou à partir de l'univers paradigmatique de l'architecte lui-même. Nous allons un peu détailler ceci un peu plus tard. Donc tous ces différents éléments vont permettre de produire donc l'idée du projet ou les idées du projet auquel l'architecte va pouvoir y répondre. Ainsi, ces différentes idées vont constituer le fil conducteur à travers lequel l'architecte va essayer de répondre à l'ensemble des données et des contraintes du projet architectural, mais de les faire d'une manière que ça puisse donner quelque chose de cohérent et d'homogène. Et étant donné que nous venons de le dire, que ces différentes idées changent d'un projet à un autre par rapport au type de programme, au type de contexte, à l'univers paradigmatique de l'architecte, donc nous pouvons dire que finalement l'importance donnée à ces différents éléments du programme, du contexte ou de l'univers de l'architecte varie d'un projet à un autre, donc la hiérarchisation et leur importance varient donc d'un. Ainsi, à partir d'idées, l'architecte se fixe donc des objectifs qui sont abstraits, afin de pouvoir réaliser un projet architectural qui est une réalité constructive, donc une matérialité. La question qui se pose, c'est comment passer de l'objet abstrait, qui a été identifié par l'idée, à la matérialité du projet architectural. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'intervient le concept. Donc c'est pour ça que généralement, souvent, les personnes confondent entre concept et idée. Donc c'est vrai qu'ils ont un trait de caractère commun qui est celui d'être tous les deux de nature abstraite, mais la différence, c'est que le concept tend déjà vers la matérialité. Il constitue un peu une sorte de pont et de passerelle entre le monde abstrait de l'idée vers le monde de la matérialité, comme nous allons le voir au fur et à mesure de ce travail. Afin de bien comprendre, nous allons présenter une série d'exemples pour expliciter tout cela. Commençons déjà par des idées tirées du contexte du programme, liées au programme. D'une manière générale, les palais de justice ont, pour les pays démocratiques, depuis l'instauration de la démocratie, constitué l'élément phare, une justice indépendante et au service de tout le monde, et surtout avec un slogan fondamental, la justice au-dessus de tout le monde. Ce qui avait donné donc qu'il fallait que ces palais montrent leur puissance dans la constitution de la ville et dans la mentalité des personnes. Donc on avait recours au concept de la massivité. Nous voyons donc que c'est un concept qui, quand on parle de massivité, nous parlons donc de quelque chose qui est abstrait, nous commençons à entrevoir, contrairement à l'idée donc d'une justice au-dessus de tout le monde, donc c'est quelque chose de totalement abstrait, donc c'est l'idée, mais par contre, quand on parle de massivité, donc on commence à entrevoir de la masse. Nous ne savons pas comment ça va être fait, mais donc nous commençons quand même à passer, donc ce que je disais tout à l'heure, un point, une passerelle entre cette idée totalement abstraite qui est de la justice et donc à la matérialisation. Donc ce qui est justement donc été matérialisé avec des architectures en utilisant un recours à des matériaux lourds, avec un rapport plein-vide à l'avantage du plein, une répétition et une monumentalité exagérée. Donc tout ça pour exprimer l'idée donc de la massivité et donc d'une justice au-dessus de tout le monde. Plus tard, ce concept de justice au-dessus de tout le monde allait un peu évoluer par le fait que, entre autres, il y a eu une certaine série d'injustices, de scandales juridiques qui ont eu lieu avec la condamnation de certaines personnes à tort, etc. Pour en est arrivé à dire qu'il est préférable d'avoir un coupable en liberté que des innocents en prison. Et donc, il y a eu une évolution de l'idée de justice au-dessus de tout le monde vers une justice au service de tout le monde, à échelle humaine. Et donc, pour pouvoir la réaliser, donc on est passé au concept de la légèreté, de la lévitation. Donc, encore une fois, c'est un concept donc, qui est totalement abstrait, mais qui commence à nous faire entrevoir une certaine réalité. Donc, comment on pourrait matérialiser la légèreté? On peut le voir, par exemple, dans le projet de Richard Rogers, dans le palais de justice de la ville de Bordeaux. Donc, ici, on voit l'ancien palais de justice de la ville de Bordeaux, appelé aussi le palais de Thiac, est réalisé en 1836. Et celui-là, donc, de Richard Rogers, avec l'évolution de l'idée de la justice, et donc au service de tout le monde, vers une idée donc, de légèreté, en toute transparence, en lévitation, donc une justice au service de la nation, une justice qui n'écrase pas, où la personne, quand elle rentre dans le palais, ne se sent pas déjà accusée alors qu'elle est encore donc la présomption d'innocence. Et donc nous voyons ceci se matérialiser dans l'architecture, mais ça s'est matérialisé dans différents domaines, tels que par exemple la loi Guigou, décrétée en 2000, qui donc à partir de ce moment-là, pour préserver le droit, la présomption d'innocence, à l'interdiction de montrer des personnes menottées à la télévision, en images dans les journaux, afin donc de pouvoir préserver au maximum cette idée de justice, et donc de justice au service de la population, et non pas une justice qui vient écraser, qui est au-dessus de tout le monde. Passons à un autre exemple, donc en prenant comme référence le contexte physique.
Donc nous avons vu tout à l'heure le projet, quand on avait parlé par rapport à la prise de conscience de Norman Foster pour le projet de caractère autonome du composant du site. Et donc il s'était, en lisant donc, toutes les annotations qu'il avait développées, donc il s'était beaucoup focalisé sur la présence en face du projet du centre d'art contemporain du carré d'art de Nîmes, de la Maison Carrée, donc patrimoine romain, classé patrimoine international. Et donc il avait décidé de devoir dialoguer et assurer une continuité et de travailler le projet en fonction de cet élément-là pour assurer donc des rapports visuels entre les deux. Et donc il a travaillé sur le principe et le concept de la dématérialisation. Donc dématérialisation qu'il a obtenu, comme nous voyons ici le projet de notre Maison Carrée, donc en travaillant sur la totalité de la transparence, mais bien sûr il a veillé à protéger avec des belles soleils, etc. et tout, les bâtiments contre un ensoleillement excessif. Et donc l'idée de transparence, elle s'est matérialisée à travers donc, la transparence des bâtiments. L'idée plutôt de la dématérialisation, c'est marqué par, c'est concrétisé par des parois totalement transparentes, un hall intérieur totalement donc majestueux avec une cage d'escalier majestueuse, tout en éclairage zénital, latéral, et avec surtout un contact visuel continu à travers donc cet espace central qui est donc le cœur du projet, la colonne vertébrale du projet, entre le cœur du projet et la maison carrée, donc pour pouvoir assurer donc cette continuité et la mise en valeur de ce projet donc qui est classé patrimoine mondial. Dans le cadre du contexte temporel, nous allons prendre comme exemple l'organisation des Jeux Olympiques en 2008 à Pékin. Pour ces Jeux Olympiques de Pékin, le gouvernement avait lancé un concours international pour la réalisation de futurs stades et qui devait ce dernier représenter un peu l'idée que se faisaient donc les Chinois de ce projet. Et donc pour les Chinois, les Jeux Olympiques allaient constituer pour eux le moment phare pour pouvoir lancer la Chine dans l'arène et la scène internationale en démontrant donc sa grande capacité économique, technologique, culturelle, etc. et tout. Donc se mettre en avant et dire que ça y est, la Chine est présente en tant que puissance participant donc à l'activité mondiale en tant que pays incontournable. Et donc, les architectes qui ont remporté le concours, donc c'est un projet qui avait révélé l'idée du concept du nid. Donc, pourquoi je dis que c'est un projet qui a révélé, non pas les architectes qui l'ont fait, donc c'est aussi une caractéristique du concept, nous allons voir plus tard, dans le fait que dans ce projet-là, les architectes n'ont pas pensé au concept de nid. Ils ont donc essayé, c'est vrai qu'ils ont pensé à essayer de révéler, de travailler avec d'autres concepts pour révéler l'architecture et la culture chinoise, mais lorsque ils ont remporté ce projet, ce concours, et que les journalistes principalement ont commencé à voir le projet, et surtout après que il y avait une coque qui se trouvait, donc qui devait censé couvrir le stade, mais faute de budget, donc ils ont été décidés de l'éliminer. Et ben ils se sont rendus compte, les journalistes, que ce projet-là avait les traits de caractère d'un nid d'oiseau. Et c'était fondamental et intéressant pour eux, parce qu'en Chine, il existe un proverbe qui dit avant de t'envoler, commence par construire un nid. Ce qui correspondait justement parfaitement à l'idée que se faisaient les Chinois des Jeux Olympiques qu'ils allaient organiser. Donc le moment où ils allaient s'envoler dans l'arène et dans la scène internationale. Et donc, s'appuyant sur leur proverbe, ils ont automatiquement vu le rapport et donc ils se sont dit que tiens, c'est extraordinaire, ce projet reflète l'idée même de ce qu'on se fait des Jeux, à savoir construire un nid pour pouvoir s'envoler dans l'arène internationale. Et c'est à partir de ce moment-là où la population et donc les Chinois se sont réappropriés donc le projet à travers ce concept que donc le projet a encore été et donc son aura et donc son trait de caractère qui donc permettait aux Chinois de pouvoir rendre compte de le contexte temporel qui est l'organisation des Jeux Olympiques au service de la propagande qui est donc le lancement de la Chine dans l'arène internationale. Parlons maintenant du contexte culturel à travers le projet réalisé par Renzo Piano, qui est à travers le centre culturel de Djibouti en Nouvelle-Calédonie pour rendre compte de la culture du peuple kanak. Et donc, l'architecte s'est intéressé un peu au trait de caractère dont on voit le projet ici. Donc, ici, nous voyons ce que nous appelons une case, donc une maison, donc atypique, plutôt typique de la culture kanak. Et donc, en étudiant donc, cette maison, il s'est avéré que ces maisons sont toujours construites selon une hiérarchie, une organisation dans un village, à l'entrée, à la sortie. Donc, ce sont les maisons des ancêtres, des aïeuls. Et dans la maison est toujours construite avec le tronc d'un arbre. Et donc, on choisit toujours le tronc le plus ancien. Parce qu'il y a dans la culture kanak, on dit que les ancêtres se réincarnent dans les arbres. Et donc, construire sa maison à partir des troncs les plus anciens, c'est quelque part essayer d'être sous la protection des aïeuls et des anciens pour préserver donc la culture
et garder un œil sur le peuple et le village, la population. Et donc, s'intéressant à cette question-là, Renzo Piano a décidé donc de comprendre que la maison s'organisait autour de cet élément-là central qui représente donc l'ancienneté. Donc c'est là où il a décidé de travailler avec le concept de la centralité. Donc c'est une réinterprétation des choses et non pas une recomposition à l'identique. Donc il a développé donc, les différentes cases que nous voyons ici. Donc cette case, donc, pour lui, donc, tout comme il y a la case de la maison, le projet est constitué d'un ensemble de cases, donc bien sûr de dimensions différentes, avec l'idée de les organiser d'une manière radioconcentrique et donc centrée, donc de reproduire l'idée de la centralité autour de quelque chose pour refléter donc une réinterprétation de la culture du peuple kanak au sein du projet. Et donc une dématérialisation aussi, donc ce n'est pas une reproduction identique, mais une reprise des traits de caractère à travers donc une organisation centrée autour d'un élément qui représente donc la culture et le patrimoine kanak. Parlons maintenant de l'univers paradigmatique de l'architecte. D'une manière générale, chaque architecte a été élevé dans un environnement bien spécifique, un environnement culturel. Et donc, à partir de ce moment-là, il développe des idées, une certaine interprétation d'une manière générale de ce qu'est le monde, mais plus spécifiquement ce qui nous concerne de ce qu'est l'architecture. Ce sont donc des croyances et des définitions donc, que l'architecte a de ce qu'est l'architecture. Ainsi, si nous prenons l'exemple du mouvement high-tech, il a la conviction que l'architecture se doit donc d'être l'expression des prouesses et des technologies des temps modernes dans lesquels se trouve le projet. Et donc d'essayer toujours de rendre compte de ce contexte technologique de connaissance. Un des plus grands architectes de ce mouvement est Sir Norman Foster, qui, dans tous ses projets, essaie de mettre en avant donc, cette dimension technologique et donc de prouesse liée au temps moderne. Ainsi, par exemple, dans le projet du Reichstag de Berlin, donc l'aménagement de l'ancien Parlement donc, de la ville de Berlin réalisé en 1999, eh ben, il a opté pour le concept, donc pour exprimer donc, cette idée de technologie, donc la prouesse, donc le concept de légèreté et de suspension. Donc, comme nous pouvons le voir donc, dans ce projet, donc, avec cette coupole qui se trouve au-dessus donc, de l'ancien palais de Reichstag. Et donc, une coupole, si vous observez bien, donc, tout en verre, d'une dimension assez importante, donc vous pouvez l'observer à ce niveau-là avec l'échelle humaine et tout, et qui non seulement donc c'est une prouesse donc de s'autoporter à travers donc un élément très fin, une structure très très faible, mais surtout que si vous observez bien, donc on voit évoluer donc une rampe tout le long de cette coupole de verre qu'on voit à ce niveau-là, et qui est donc justement la rampe, elle est portée à partir de cette structure qui est faite en verre. Donc la prouesse, elle est là. Comment une rampe dans laquelle les jambes se baladent peut être elle-même supportée par du verre, un matériau qui est censé être un matériau léger et donc fragile, et donc dans l'incapacité de pouvoir se porter lui-même déjà, mais alors là encore plus porter d'autres éléments encore plus lourds. Donc la prouesse elle est à ce niveau-là, donc pour pouvoir y arriver, il fait appel à donc ce concept de légèreté et de suspension de l'élément lourd sur l'élément léger. Ainsi, le concept, comme nous venons de le voir, est un élément abstrait. Comme le disent le philosophe, c'est une représentation mentale ou abstraite d'un objet, et donc un concept, il a la capacité de pouvoir représenter un élément donc existant et matériel. Cette abstraction, donc, elle s'identifie à travers deux types de caractères, à savoir, elle peut être a priori, donc elle génère le projet, tel que nous l'avons pu le voir au niveau du projet du centre culturel de Hachipao du peuple kanak, où donc c'est elle qui a généré, donc c'est le concept qui a généré le projet avec une réflexion qui a été établie par l'architecte dès le départ. Et donc elle a généré le projet. Elle peut être aussi a posteriori, donc générée par le projet, tel que nous l'avons vu dans le projet du stade du nid d'oiseau à Pékin, où donc c'est plutôt le projet qui a généré l'idée qui a fait que justement le projet architectural devient un emblème, un symbole, et passe d'un simple projet d'architecture à un projet avec une grande consistance, puisqu'il y a toute une réflexion et une réappropriation intellectuelle derrière. Donc, il faut aussi savoir que le concept est de nature évolutive. Donc, il peut évoluer dans le temps et donc il n'est pas figé d'une manière
fixe ad vita aeternam, tel que nous l'avons vu d'ailleurs justement dans le projet du nid d'oiseau, du stade pour les Jeux Olympiques de Pékin, où on est parti sur une idée et on a évolué vers une autre pour encore mieux exprimer et donc intellectualiser le projet. Donc, il possède aussi un certain ensemble de traits de caractère, tels que nous le voyons ici. Donc, c'est la centralité, donc autour de quelque chose, tourner autour de quelque chose, ou ici, donc, l'idée des traits de caractère de l'entrecroisement des éléments tels que, on le voit dans un nid d'oiseau avec l'entrecroisement des branches. Il faut savoir aussi que pour pouvoir identifier donc, le concept et pouvoir mieux le matérialiser, on a souvent recours à des installations ou le travail des installations artistiques ou le travail d'artistes qui permettent, eux, ils ont la capacité donc d'accentuer le trait de caractère qui nous permet donc plus facilement donc d'identifier les traits de caractère que les transposer en architecture. Pour cela, nous allons voir donc un exemple à travers le travail de mademoiselle Ferhani Kahina Sabrina dans le cadre de son PFE soutenu en 2016 dans la spécialité MAD, donc la spécialité MAD qui est donc matériaux, ambiance et détail architectural, où c'est derrière donc elle a réalisé un centre d'affaires et incubateur de start-up à Tafouer. Le projet a consisté donc à le réaménagement d'une partie d'un parking existant, donc la récupération de toute une partie, donc de la faire muter et lui faire subir une greffe architecturale pour pouvoir donc répondre à de nouvelles exigences du cadre de l'environnement et donc de la mutation du projet vers un parking, d'un parking vers un centre d'affaires et incubateur de start-up. À travers le travail de la lecture sensible qu'a faite l'architecte dans ce projet-là, eh bien Sabrina a révélé donc à travers ce travail sensible qu'il s'apparentait, la lecture qu'elle s'est faite du projet, elle s'apparentait à un cheminement à travers la lumière. Donc, à travers l'idée d'évoluer depuis la partie la plus sombre en entrant à l'intérieur du parking. Donc, on avait l'impression d'être dans un espace confiné, refermé, et donc juste de la lumière qui traverse, qui transperce donc la paroi du bâtiment. Et plus on monte vers le haut, et plus on va vers un espace beaucoup plus dégagé, plus de lumière, plus d'éclairage, vers jusqu'à découvrir le panorama du Grand Alger. Et c'est là ceci lui a suggéré l'idée de la fracture. Fracture afin de pouvoir révéler le... Donc la fracture qu'on désire d'exploser, de fracturer le projet afin de pouvoir en révéler le contenu, les traits de caractère à travers donc encore ce jeu de lumière. Et aussi donc c'est là où on voit aussi la force de concept, c'est qu'ils ne se réduisent pas seulement à répondre à un contexte ou un trait de caractère seulement du projet, mais même à plusieurs. C'est que étant donné que le projet de Sabrina consistait en un centre d'affaires et incubateur de start-up pour des jeunes étudiants récemment diplômés, donc c'était aussi l'idée de la prise de risque, donc fracturer, casser, dépasser. Donc c'était une idée aussi de pouvoir encore révéler aussi l'idée de la thématique du projet qui est donc une startup pour des jeunes qui vont se lancer et donc ils doivent permettre de prendre le risque pour pouvoir arriver et aboutir à leurs idées, à la matérialisation de leurs idées. Ceci a été matérialisé à travers une installation artistique qui consistait donc à révéler la lumière à travers une boîte en introduisant donc des fractures différentes et on voit bien donc l'évolution depuis comme l'a ressenti au niveau de sa lecture sensible du projet, donc depuis la partie basse jusqu'à la partie haute, en petit à petit en remontant et donc à chaque fois donc la lumière se révélait de plus en plus. Tout ceci donc l'a conduit à étudier donc ce que le travail qu'ont fait certains artistes et certaines installations d'artistes tels que ce tableau par Lee Bull qui s'appelle Infinité ou celui de John Mac installation donc en sculpture de John Mac Conico, donc fracture 7621. Et donc ça lui a permis de trouver un certain nombre de traits de caractère tels que la révélation de la lumière, comme on peut le voir, donc on entrevoit donc, la lumière, le déséquilibre, donc les objets comment ils sont posés donc en déséquilibre les uns par rapport aux autres, mais aussi le dynamisme, donc le trait de caractère du dynamisme, et aussi donc la révélation des structures et des composants intérieurs. Donc, et à partir de chacun de ces traits de caractère qu'elle a identifiés grâce au travail des artistes, elle a commencé à trouver des exemples architecturaux qui puissent permettre de voir comment on peut matérialiser ces différents éléments. Donc la révélation de la lumière en créant donc une faille, en perturbant l'élément, en créant un déséquilibre et non pas en produisant la chose d'une manière rectiligne, régulière, donc afin de pouvoir créer cette idée en même temps donc de fracture, donc non de monotonie, et donc carrément de déséquilibre total, mais aussi de créer du dynamisme à l'intérieur
pour, comme je viens de le dire, non seulement révéler le projet, mais aussi révéler l'idée qu'on se fait de la thématique du projet, à savoir donc un lieu d'affaires, de réflexion pour pouvoir lancer de nouvelles et jeunes entreprises qui se lancent et qui prennent le risque de pouvoir réaliser le rêve de jeunes diplômés. Et donc, à partir de ce moment-là, pour réaliser son projet, donc elle tient compte de ces traits de caractère, des exemples qu'elle a étudiés. Donc, le projet qu'on voit ici, donc, de le perforer et de le fracturer, donc, à partir de certains axes de flux, donc de dynamique de flux qu'elle a identifié au niveau du site, pour en éliminer la partie centrale. Et comme vous pouvez le voir, donc, de créer une greffe au-dessus, donc totale en déséquilibre, pour pouvoir encore attirer le regard et intéresser les personnes à orienter le regard, mais aussi, comme on peut le voir sur cette image-là, donc la révélation de la structure et des traits de caractère du projet existant, donc en maintenant la structure existante, mais en la révélant et non pas en la couvrant derrière la nouvelle enveloppe, mais bien au contraire, donc la mettre en avant comme élément révélateur des traits de caractère du projet existant tel qu'elle a pu le tirer comme orientation à travers les exemples, les installations des artistes qui ont travaillé avec le concept de la fracture. Pour finir cette vidéo,